Bonjour mes amis, je m'appelle Yves Tremblay, je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval dans la ville de Québec. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'accueillir la professeure Violaine Lemay. Professeure Violaine Lemay est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheuse régulière senior au Centre de recherche en droit public et responsable du séminaire doctoral de méthodologie du droit et de l'interdisciplinarité. Son enseignement en droit, en sciences de la santé et en sciences humaines et sociales est axé sur le développement des habiletés que requiert une interdisciplinarité bien menée. Elle vise ainsi à outiller la relève dans l'étude des problématiques transversales qui exigent la mise en commun des savoirs et le dialogue entre les cultures disciplinaires pour appréhender des solutions novatrices en droit et autres. Après un best-seller international publié sur l'évaluation scolaire et universitaire, elle a travaillé 10 ans comme consultante spécialisée en évaluation dans le monde de l'éducation. Et pour ceux qui seraient intéressés, son volume, Violaine Lemay, Évaluation scolaire et justice sociale, droit, éducation et société, et Madame Lemay vous le montre à l'écran, Saint-Laurent, édition du Renouveau pédagogique, 2321 pages. Et aujourd'hui, Madame Lemay va nous faire une présentation sur l'évaluation par les pairs, conditions de sûreté et voies d'amélioration au profit de la science ouverte. Madame Lemay, la parole est à vous. Bonjour. Partagez votre écran peut-être. OK, partagez l'écran. Il y a un problème de réverbération. Est-ce Correct, mais j'ai fermé mon son. que ça va? C'est bon. Parfait. Mais le réverbération est encore là. Ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, il y a une petite réverbération, mais Est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend Oui. pas. Oui, oui, on t'entend. Moi, j'ai fermé mon son. Mm. Moi, j'ai pas coupé. Tu m'entends, Yolène? Moi, je vous entends. Il faut que tu montes son son. Non, on t'entend bien, Violaine, pas de problème. Oui, mais c'est quand même le problème de... OK, si tu peux tout de ton côté. Entends-tu? Bon, OK. Alors, excusez-moi pour les problèmes techniques. Moi, j'entends un problème de réverbération, mais là, ça va mieux. Alors, j'ai modifié un peu le titre, je vous le dis, j'ai ajouté les conditions de sûreté et voies d'amélioration au profit de la science ouverte. Alors, je suis Violaine Lemay, j'ai accepté sous la pression de mes collègues et amis du GRISOF parce qu'il y avait un petit peu un saut dans le vide pour moi, dans la mesure où j'ai quand même quitté depuis 20 ans le domaine de la réflexion sur l'évaluation, mais en même temps, ça ne m'a jamais quitté parce que c'est très, très, très intrinsèque de l'interdisciplinarité, vous allez le voir. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose une petite présentation en trois parties. On va commencer par réfléchir sur l'évaluation de la qualité d'un exercice savant avec un mini survol de littérature. Je vous présenterai ensuite les conditions de sûreté et faiblesse de l'évaluation par les pairs dans une perspective de soutien à la science ouverte. On va faire un petit survol de littérature et des petits exemples pratiques. Et ensuite, on va réfléchir ensemble sur les voies d'amélioration possibles du futur. Je vous présenterai une de mes propositions que je considère urgente, mais ce n'est qu'une voie parmi d'autres. Alors voilà, le plan que je vous propose, nous y allons. Alors, bien sûr, nous sommes dans le contexte de la science ouverte. Je pose toujours, mais qu'est-ce que c'est que la science ouverte? Qu'est-ce que c'est que cet idéal d'ouverture? Ouverture à quoi? Fermeture à quoi? Alors, on sait, par exemple, dès qu'on réfléchit 2 minutes sur la science ouverte, on se souvient que la science ouverte, c'est un idéal qui est un rejeton des Lumières, quand même. Alors, c'est une ouverture à la raison. On veut, comme Auguste Comte, lutter contre les arguments mythiques, les arguments métaphysiques qu'il y avait avant les Lumières. On veut lutter contre les noirceurs. On veut une ouverture, c'est-à-dire que ce soit accessible au plus grand nombre, mais non pas une fermeture discriminatoire. On veut fermer à quoi?
On va être fermé à les raisons par opposition, ce que les Lumières appellent l'arbitraire, au manque de scientificité, au manque de qualité, à la déviation de la raison savante, que on va appeler une déviation vers la raison commerciale, vers le rapport de force, vers l'occasion de supercherie, vers ce qu'on appelle aussi la prédation. C'est une déviation de la... J'ai un problème de... Ouais, excusez-moi, j'ai un autre problème technique. Ah, OK. Alors, je vais utiliser un autre bouton. Et on a aussi, lorsqu'on dit une fermeture à quoi? Ben, une fermeture à ce qui rend la science non accessible, c'est-à-dire discriminatoire pour des raisons indues, et non, c'est-à-dire basées sur des raisons non scientifiques. Alors, on arrive alors à, Seigneur, à la prochaine. Alors maintenant, la première partie, évaluer la qualité d'un exercice savant. Alors, vous l'aurez compris, je puiserai à même les travaux et l'expertise que j'ai eue en tant que consultante en spécialisée en éducation en contexte universitaire. Alors, un des paradoxes sur l'évaluation est qu'elle est volontiers conçue comme facile, simple et objective. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on regarde une seconde la littérature? Eh bien, que ça n'a pas de sens, que ça n'existe au fond, cette facilité, cette simplicité, que dans le fantasme des gens qui s'y connaissent trop peu. Alors, si on fait un mini survol, on va observer la dimension qu'on appelle idiosyncrasique de toute évaluation en contexte savant. Alors, chaque professeur a ses habitudes. C'est un élément dont il faut tenir compte pour une juste appréciation des résultats. Pierron, qui est un grand docimologue, n'hésite pas à affirmer que pour prédire les notes d'un candidat, il vaut mieux connaître l'examinateur que le candidat lui-même. Il est bien évident que les habitudes des évaluateurs tiennent à l'ensemble de la personnalité des évaluants. Elles mettent en jeu ses convictions philosophiques, religieuses, politiques et l'aspect le plus charnel de sa personnalité. Il est sûr également que l'affectivité a son rôle. Alors, Michel Barlow, qui est un des pionniers de la docimologie. On voit aussi que dans l'évaluation en contexte savant, il y a toujours une part irréductible d'imprévisibilité. Un même correcteur est-il au moins égal à lui-même? Mais non. 14 historiens ont été invités à noter une deuxième fois 15 compositions, 12 à 19 mois après les avoir notées une première fois. Toute trace de correction avait été effacée. Les professeurs accordaient non seulement des points, mais indiquaient la réussite globale ou l'échec. Dans 92 cas sur 210, ce dernier verdict a été différent d'une fois à l'autre. Il faut le faire. Alors, on voit aussi que toute évaluation en contexte savant dépend d'un phénomène complexe, hyper complexe. L'enseignant prend généralement des décisions en s'appuyant sur son propre système de croyances. Il vaudrait peut-être mieux parler de système de valeurs, de champ de perception ou de position philosophique. Chaque enseignant semble avoir sa propre théorie de l'enseignement. Un enseignant peut, par exemple, s'appuyer sur un ensemble de généralisations, conscientes ou non. Cet ensemble de généralisations s'appuie sur des hypothèses psychologiques et philosophiques complexes et interdépendantes. Alors, évidemment, pour la simplicité. Et voilà. Et finalement, ce qui était très important pour la sociologie, la sociologue, la normativité que je suis à la base, toute évaluation se fait inéluctablement en référence à une norme, qu'elle soit consciente ou implicite. L'activité d'évaluation est essentiellement une activité comparative et son objet est le résultat de la combinaison de plusieurs dimensions susceptibles d'être référées à une norme. En conséquence, le problème des divergences doit être posé non pas en référence à la notion d'erreur de mesure, mais en insistant sur la nécessité d'une convention qui permettrait aux évaluateurs de s'accorder sur la manière de définir l'objet et de procéder aux comparaisons préalables à son évaluation.
L'objet d'évaluation n'est pas une quantité physique dont la mesure serait susceptible d'une certaine fluctuation, mais une convention qui s'impose à l'évaluateur individuel à travers une longue familiarisation. Alors, bon, cette fois-ci, on a Jean-Marc Fabre, Jugement et certitude, recherche sur l'évaluation des compétences. Alors, encore une fois, c'est un des pionniers, des fondateurs de la docimologie contemporaine. Alors, on arrive sur la conclusion de cette première partie. Il faut conclure que, en soi et toujours, l'évaluation en contexte savant, ici scolaire et universitaire, est toujours à risque d'ouverture à l'irraison et à la discrimination. Alors, comme rempart de la qualité et de la scientificité, c'est un instrument qui, par définition, a ses limites. Et ce risque s'élève surtout avec l'ignorance de la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est que plus une personne est convaincue que ce qu'elle fait est simple et facile, plus ça a un effet de favoriser la pensée convenue, les mythes du sens commun et le conservatisme. Et plus la personne a l'impression d'être objective, plus ça va favoriser les rapports de force dominants et bêtement les maths. Alors là, j'ai mis Kate Hawkins et René Thom. Alors d'abord, je vous parle des rapports de force dominants. Alors Kate Hawkins, qui est un sociologue de l'espace discrétionnaire en droit, de l'espace qui est laissé à la discrétion de quelqu'un, et il dit, et il a observé que dès qu'on donne à quelqu'un un espace de discrétion dans l'interprétation, dans le choix de telle ou telle chose, on dit ça c'est à votre discrétion, la personne, plus elle croit son espace de discrétion est tout petit parce qu'elle est objective, plus elle fait des choix inconsciemment. Or, les choix inconscients vont systématiquement dans le sens des rapports de force. Alors, si les rapports de force sont dans le sens, je ne sais pas, dans une société, les Martiens dominent, alors ça ira dans le sens des Martiens. Et naturellement, si les Occidentaux dominent, ça va dans la force des Occidentaux, etc., etc. Maintenant, René Thorme, ce grand mathématicien médaillé Fields, dont la France a fêté le centenaire l'année dernière en 2023, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit publiquement à un moment donné, et ça a sidéré tout le monde, on est en train de faire injure aux maths parce que évaluer en contexte savant, c'est toujours, toujours difficile au plan moral parce qu'il y a toujours un arbitraire par quelque côté. C'est difficile moralement. Mais à cause de la lâcheté intellectuelle des gens qui veulent absolument de l'objectivité, on s'est mis à enseigner les maths partout, à tort et à travers. Lui, le grand amoureux des maths, s'est mis à dire qu'on enseignait les maths parce on préférait avoir l'illusion d'objectivité par une sorte de lâcheté intellectuelle. C'est dur, mais ce sont les propos de René Thom dans Les grands penseurs de notre temps. Alors, à partir de là, on va passer à la deuxième conclusion, la deuxième partie. Maintenant, on va parler de l'évaluation par les pairs de façon spécifique. On a une question à se poser. Si l'évaluation d'un texte savant est si complexe, pourquoi semble-t-il si simple de le faire en tant que pair reconnu d'une discipline? Et c'est là qu'on avance dans la spécificité de notre contenu, parce que les canons de base d'une discipline sont une convention qui s'impose à l'évaluateur individuel à travers une longue familiarisation. Alors, j'ai tiré ça de la citation précédente de Jean-Marc Fabre. Alors, ce qu'on considère normal, les bases d'une discipline, c'est ça la convention qu'on interprète et qu'on applique en tant qu'évaluateur par les pairs. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'évaluation par les pairs, c'est né avec la disciplinarité et c'est conçu pour la disciplinarité et exclusivement pour la disciplinarité. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui ont suivi ma communication d'il y a 2 semaines au Grisov sur l'interdisciplinarité, vous verrez que la disciplinarité, vous vous souviendrez que la disciplinarité est un phénomène récent dans l'université moderne et qu'elle est née avec la volonté d'une taylorisation de la production universitaire sur le modèle de l'industrie et que c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à dire chaque discipline crée l'avancement pour elle-même contre les autres disciplines et qu'on a coupé avec le modèle original qui disait toutes les disciplines sont choses communes, centrées par définition sur le bien commun de tous et il n'y a pas de spécialisation dans l'université initiale, par exemple, en Italie en 1008. Bon, alors, on va faire une mini revue de littérature encore. Ici, on voit
ce que je viens d'expliquer, la disciplinarité est définie par le choix de son audience. Les scientifiques communiquent avec les collègues travaillant sur les mêmes domaines, créant des revues spécialisées avec les comités de lecture qui sont les experts du domaine et trient parmi les jeunes universitaires, décidant des postes et des promotions. Le terme générique recouvrant ces différents aspects est l'évaluation par les pairs. Deuxième, maintenant, on se rend compte que l'évaluation par les pairs est en crise pour cause d'arbitraire, exactement comme l'évaluation en contexte universitaire de façon générale est en crise aussi pour cause d'arbitraire. Alors, la crise que connaît aujourd'hui l'institution disciplinaire est pour partie une crise de l'évaluation par les pairs. Appliquée au fonctionnement de l'institution universitaire, les intérêts disciplinaires l'emportent sur les intérêts de la société dans son ensemble. Alors, voyez-vous, dans ce passage, s'expliquent toutes les raisons de la fondation de l'institution de la responsabilité sociale de la médecine, en passant. Alors, c'est une façon, le RIFRES fut une façon de sortir de ce problème. L'évaluation par les pairs est hautement friable. Ce n'est pas un mystère. Les experts sont souvent en désaccord à propos d'un cas et il leur arrive de biaiser en évaluant les avantages personnels ou professionnels à tirer d'une conclusion ou de l'autre. Alors ça, c'est le résultat d'une recherche menée en 1990. Quiconque a déposé un projet ou un manuscrit sait parfaitement que d'infimes détails dans le cursus universitaire peuvent déterminer le succès ou l'échec. On prétextera ici une piste de protection négligée, là un argumentaire soi-disant défaillant. Mais on le voit, exactement comme dans le contexte de l'évaluation en général, il y a toujours une part d'arbitraire, de discussion discutable, d'interprétation discutable, de marge discrétionnaire qui dérive facilement hors de la raison scientifique. Alors, on va voir des exemples pratiques. Les premiers exemples pratiques, ce sont des cas vécus, des cas que j'ai rencontrés dans mon expérience universitaire. Les premiers sont issus de mon expérience en tant que directrice d'un programme doctoral appelé le doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal, qui est un doctorat interdisciplinaire. Alors, le premier, c'est le cas, le cas assez spécial d'un membre de jury d'une thèse qui, par ailleurs, a été jugée excellente, qui avait été commandée par la Belgique. Alors, on avait un médecin de Jugement sans frontières, un ancien cadre de Jugement sans frontières, à qui il avait été donné le mandat de faire une recherche euh, au nom d'une volonté législative nouvelle en Belgique d'analyser les pour et les contre de l'aide médicale à mourir. Alors, ce jeune médecin brillant décide de venir au Canada effectuer cette recherche, mais au lieu de la faire comme ça, il a décidé d'avoir un autre doctorat. Et c'est cette thèse qui était en soutenance. Or, l'un des membres nous dit, non, 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 il faut refuser cette thèse, et il était vraiment, vraiment décidé à faire échouer cette thèse. Que s'est-il passé? Alors, le chat est sorti du sac pendant les délibérations. Ce monsieur, en fait, il n'était pas du tout en accord avec l'idée de l'aide médicale à mourir pour des raisons religieuses. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir qu'un professeur de médecine, tout à fait convaincu d'être objectif, est en fait basé sur une raison religieuse qui n'a rien à voir avec la raison scientifique. Alors, on voit une première faille. Un deuxième exemple. Oh non, ça, je me souviens encore. Une chance que j'étais sur le jury parce que ça n'aurait vraiment pas fonctionné. On a une thèse qui, par ailleurs, a été jugée excellente aussi, qui est au doctorat en sciences humaines appliquées. Et là, on a 3 membres de jury qui sont vraiment outrés par le manque. Est-ce que oh, il y a quelqu'un qui alors la critique est outrée et on dit mais voyons donc 581 pages, mais quel manque de concision. Et là, ils ont parlé, je pense peut-être pendant 20 minutes à tour de rôle centré là-dessus et vraiment ça menait presque à un échec ou du moins une thèse passable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, ouh, ouh. On a découvert, et j'ai découvert, qu'on avait là 3 professeurs de psychologie qui n'étaient jamais en fait sortis de la culture disciplinaire de la psychologie ou
il y a un standard absolument indiscuté du 50 pages maximum pour une thèse. Alors, lorsqu'ils ont découvert que non seulement les règles de la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal donnaient un standard de 250 pages minimum, ils se sont un petit peu, ils ont été estomaqués. Alors, on voit qu'il y a une sorte d'ethnocentrisme de la culture disciplinaire ici. On a des gens qui ignorent la relativité de leurs usages. Et là, on s'est mis à discuter. Et là, des gens en histoire ancienne ont dit, mais nous, en bas de 1000 pages, on n'accepte pas une thèse. Et d'autres, en mathématiques, ont dit, nous, une thèse, c'est 5 pages. Alors, on voit relativité des usages. Et lorsqu'on ignore cette relativité, on devient ethnocentré et on va avoir un malentendu interculturel. Troisième exemple de fermeture à l'argument de raison, alors qu'on est supposé être ouvert à l'argument de raison. On voit, et là j'ai parlé de cet exemple lors de ma dernière communication au GRISOF sur l'interdisciplinarité. Nous avons une thèse sur laquelle j'étais dans le comité, pour laquelle j'étais dans le comité de direction, une thèse, la première thèse interdisciplinaire en biologie d'une université. Il y avait 5 personnes sur le comité de thèse et les 5 personnes apparaissent tous là dans un article qu'on a fait de façon par la suite de la soutenance et qui est devenu une référence massive, highly cited. Et là, qu'est-ce qui se passe? Euh, L'université et le département de biologie en colère, mais en colère massive. On ne va pas donner un doctorat en biologie à des personnes qui ne parlent pas de la biologie comme on doit le faire, c'est-à-dire en accro à certains canons de la discipline. Hein? Et devant l'interdisciplinarité, ça ne fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est-à-dire que contrairement aux idéaux de la science ouverte, qui doit reste ouverte à la raison, la moindre manifestation qui porte atteinte aux habitudes et à l'établi est rejetée émotivement parce qu'on ne veut pas changer, parce que ce qu'on regarde, comme des vérités est devenu un dogme et qu'on n'accepte pas. Mais malheureusement, ce ne fait pas partie des idéaux de la science ouverte. C'est vraiment une maladie de la pensée scientifique qu'on appelle le dogmatisme. Et enfin, là, ce sont des exemples que j'ai reçus lorsque j'étais directrice d'une revue interdisciplinaire, la Revue canadienne Droit et Société, et ce sont des critiques de réviseurs que j'ai reçus et qui m'ont fait systématiquement lever les yeux au ciel. Alors, qu'est-ce que ça fait? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est un expert d'un domaine disciplinaire, on regarde les normes de notre discipline comme une vérité indiscutable, absolue et surtout universelle, alors que c'est une norme strictement locale qui n'a pas sa valeur en d'autres domaines disciplinaires. Et là, on va l'importer ailleurs et ça va devenir carrément un manque de jugement. Alors, par exemple, j'ai vu un juriste devant un article en philosophie cicéronienne. On s'entend que les experts de la philosophie de Cicéron, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et de toute façon, une référence en philosophie dure. Hein, Aristote n'est toujours pas dépassé. Et bon, alors on a dit, un juriste nous dit, mais les références sont pas assez récentes. Oui, mais s'il n'y en a pas, et de toute façon, pour un juriste, la référence récente, c'est une nécessité absolue, mais pas pour un philosophe cicéronien. La même chose, là, ça c'était drôle, c'est un sociologue qui révisait un article d'un juriste. Alors, on sait qu'en droit, le législateur, forcément, un juriste moderne occidental formé en faculté de droit est formé à respecter la volonté du législateur. C'est ça ce qu'il fait. Il ne sait pas faire autre chose. Et c'est ce qu'on appelle le droit moderne occidental. Mais le sociologue, lui, qui est formé à la science, il va dire, oui, mais le législateur se trompe. Pourquoi défend-il le législateur? Ben, c'est parce qu'on n'est pas en science, on est dans une discipline différente qui est centrée sur le service du législateur. Alors, on voit encore que ça n'a pas de sens. On ne peut pas discréditer un juriste parce qu'il fait ce qu'il a appris à l'université, dans sa discipline. Ah, ça c'est drôle aussi. Alors, on avait un article de philosophie de la responsabilité sociale faite par un médecin, et puis là, il disait, oui, mais elle est où la force probante? Mais la force probante, c'est une valeur
précieuse, cruciale dans la médecine contemporaine, mais ça n'a pas sa place en philosophie parce que ce n'est pas une science expérimentale. Hmm. Et à partir de là, ça aussi c'était assez drôle, mais c'est quand même toujours des problèmes d'irrationnel ou d'incohérence lorsque lorsqu'un juriste a vu une théorie dans un passage de droit qui expliquait la théorie d'ADN de Watson et Crick. Il a dit, mais non, allez voir la décision de jurisprudence de la Cour suprême, de la juriste Barton Hoppers, et dit le contraire. Ben oui, mais lorsqu'on réfère à la théorie de l'ADN, c'est Watson et Crick qu'on va voir. C'est pas ce qu'a décrété la Cour suprême de façon obligatoire. Encore une fois, un problème d'incohérence et d'ouverture à l'irrationnel. Tous ces exemples pratiques nous ont donné donc des exemples de failles du modèle de révision par les pairs. Parce qu'une thèse de doctorat, par définition, c'est un exercice d'évaluation savante par les pairs d'une discipline. Et ici, à la RCDS, c'était aussi des révisions par les pairs explicitement. Alors, on arrive à la troisième partie de la communication. Quelles sont les voies d'amélioration qu'on peut imaginer par la suite? Naturellement, il y en a probablement plusieurs. Les auteurs nous rappellent que l'institution de la révision par les pairs est en crise, que l'institution de la discipline ou de l'exclusivité disciplinaire est en crise, mais aussi, on le voit, tous les mouvements de la lutte pour l'autonomie des épistémologies du Sud, c'est-à-dire de la production des savoirs des pays non pas occidentaux, mais ex-occidentaux, elle montre aussi qu'on a besoin de réfléchir à des nouveaux modes d'évaluation de la production savante qui ne seraient pas trop centrés au Sud et trop inconscients de l'impact de la norme occidentale sur les autres normes qui pourraient être tout aussi intéressantes. Hein. Une norme, une norme culturelle est par définition relative. Alors, quelles sont les voies d'amélioration? Mais il y en a une qui, à moi, s'impose. Une parmi d'autres, c'est l'urgence de comités complémentaires. Pas complémentaires à ceux qui existent déjà, parce que dans le cadre strict de la discipline, d'une seule discipline, le modèle de l'évaluation par les pairs est probablement encore celui qui se défend le mieux. Il est cohérent, mais il faudrait, même pour ceux à l'intérieur d'une seule discipline, peut-être qu'un peu de formation à l'évaluation ou à la complexité de l'évaluation permettrait d'être encore moins arbitraire et encore plus sûr et moins risqué. Par contre, là où c'est très urgent, c'est pour l'écrit qui n'est pas d'une discipline, pour éviter le malentendu interdisciplinaire face à l'autre discipline, pour éviter, par exemple, à un spécialiste des sciences pures de dire devant les sciences molles ou devant une recherche qualitative, ben, c'est pas de la vraie science. Donc, il faut être capable d'être initié à l'idée un peu des diverses formes de culture disciplinaire et des diverses formes donc de scientificité ou d'évaluer la valeur d'une science. Il serait aussi très important d'ajouter aussi des comités qui seraient très sensibilisés à toutes les questions d'interculturalité cachées, inhérentes à l'évaluation par les pairs. Je sais très, très bien, moi, par exemple, pour avoir fait partie de comités d'évaluation de demandes de subventions souvent, que chez nous, au Canada, mais ailleurs, ça pourrait, et à Montréal particulièrement, et ailleurs, ça pourrait prendre des formes similaires, mais différentes, similaires à quelque chose, mais ben, bref, vous verrez, que lorsque deux experts se disputent sur la qualité, il y a facilement dans les déviations des petites voix xénophobes ou des petites déviations, des fois sur un petit indice qui montre que c'est pas tout à fait quelqu'un de la place, que c'est pas quelqu'un qui parle exactement la même langue spécialisée que nous, qui a exactement les mêmes réflexes. Et ça, c'est des petits irritants. On n'aime pas toujours l'étranger disciplinaire, mais l'étranger culturel dérange aussi. Alors, il faudrait des comités complémentaires formés à l'interculturalité et en général, pour tout le monde, des formations à l'évaluation comme expertise, comme exercice savant qui appelle des habiletés et qui n'est simple et facile
que lorsqu'on est vraiment ignorant de la littérature scientifique. Alors, il faudrait, dans ces nouveaux comités, moi je dirais, devenir très, très conscient de ce que j'ai expliqué dans ma conférence sur l'interdisciplinarité, qu'il y a plusieurs formes d'expertise. Celle que l'on connaît, celle qui est implicite, dominante et partout, c'est toujours la spécialisation verticale par spécialisation disciplinaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Mais il y a une autre forme d'expertise qui est complémentaire et qui, celle-ci, est horizontale. C'est celle de l'interdisciplinarité qui se base sur un renversement paradigmatique qui n'est pas centré sur le focus sur une pointe de plus en plus petite, mais qui est plutôt qui va toujours vers plus de distance transversale dans la façon de poser les problèmes et de construire des solutions. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, et presque partout en fait, cette expertise horizontale, elle demeure méconnue et presque invisible parce qu'elle n'est pas encore sanctionnée par des doctorats en spécialisation horizontale. Et on est habitué à dire un doctorat, un expert. Mais l'expertise interdisciplinaire est largement actuellement non patentée, donc invisible à partir des radars ordinaires. Alors, il faut vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Et il faudrait aussi former ces comités complémentaires à un objectif vraiment, vraiment parallèle, c'est-à-dire celui de débusquer les expressions d'une raison scientifique valable, utile, mais différente, exprimée différemment à partir de cultures différentes, trouver les diamants bruts et éventuellement offrir des services d'aide au respect des normes locales d'une édition donnée. À ce moment-là, je pense que l'évaluation par les pairs pourrait être considérée comme un rempart, le rempart qu'il souhaite être au soutien des valeurs de la science ouverte. Alors, j'arrive à la conclusion. Une synthèse, tout simplement. Toute évaluation à contexte savant dépend d'une norme culturelle, qu'elle soit la culture disciplinaire ou la culture nationale ou géonationale, ou qu'elle soit consciente ou non, cette norme est elle qui détermine tout. Les canons d'une culture disciplinaire constituent la norme implicite de toute évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs ne constitue un soutien aux valeurs de la science ouverte que sous les conditions strictes de l'unidisciplinarité. Dès qu'on est avec la pluri ou l'inter, ça va plus. Et et surtout, celle qu'on oublie, et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont spécialistes de ce qu'on appelle en éducation la sociologie de la reproduction avec les héritiers de Bourdieu et Passeron, euh, on voit que il n'y peut y avoir de vraie validité de l'évaluation par les pairs ou de vraie fiabilité plutôt que s'il y a homogénéité de l'implantation socio-économique ou géoculturelle entre les pairs qui évaluent et les pairs qui sont évalués. Sinon, ça risque fort de conforter les rapports de force ambiants. Et c'est sûr que ça va avoir un effet mondial de conservatisme, de surplomb colonial du savoir occidental. Alors, si on veut arriver à changer la donne, il faudra arriver à des comités d'évaluation par les pairs un peu plus sensibilisés à ces questions. Et troisièmement, une voie d'amélioration immédiate réside dans la constitution de comités complémentaires d'un type nouveau, formés à l'interdisciplinarité et l'interculturalité. Alors, vous comprendrez pourquoi je suis cofondatrice d'un centre de recherche sur l'interdisciplinarité et l'interculturalité à l'université Omar Bongo, qui est en passe d'être mise en relation et en association avec le centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal auquel j'appartiens. Alors, voilà, je suis maintenant ouverte à vos questions. Merci beaucoup. Violaine, ferme ton volume. Oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez dit énormément de choses, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais vous entendre un petit peu parce que un des principes de la science ouverte, c'est l'ouverture au public. C'est-à-dire, c'est la disponibilité de la science, des résultats de la science au public. Et ce faisant, les scientifiques sont appelés à déposer leurs textes sur certaines plateformes
Certaines plateformes vont conduire à une évaluation par les pairs par la suite, d'autres plateformes non, ce qui sous-entend qu'il y a des textes qui peuvent demeurer et demeurer sur ces plateformes-là. Et ça veut dire aussi que les gens qui ont accès à ces plateformes-là et qui vont lire les textes peuvent les commenter, peuvent prendre ces textes-là comme étant des textes solides, etc. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non, etc. En termes d'évaluation par les pairs, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment on gère ça? Surtout, surtout dans les sciences, je vais le dire comme ça, mais c'est pas avec préjugés, on va dire dans les sciences biomédicales, par opposition à des textes en sciences humaines appliquées qui demeurent des textes extrêmement solides, mais qui sont ouverts à la discussion parce que ce sont des textes, même si c'est fondé sur du très solide, ça demeure un peu des textes d'opinion, un peu comme vous avez dit, mais une opinion très fondée, très solide, etc. Comment on gère ça? Oui, donnez-moi 2 secondes. Et moi, je vais aller dans le chat parce que j'ai vu des choses tantôt. Je ferme mon son, puis vous pourrez ouvrir le vôtre. Juste une chose, pendant que Mme Lemay Oui, je suis prête à réfléchit à la répondre. Oui. réponse, si vous voulez poser des questions, vous levez la main tout simplement, ou vous allez dans l'icône de réaction et vous mettez la main levée. OK, alors j'y vais. Oui. Alors, dans le sens que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a des revues avec plateforme sans évaluation par les pairs. Alors d'abord, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est quel est l'objectif de cette revue? Je pense qu'il y a 2 objectifs probables. Peut-être, le premier, c'est qu'il faut comprendre que si on entre dans le contexte de la recherche biomédicale, par opposition aux recherches en sciences humaines, par exemple, une recherche du côté biomédical suppose des efforts radicalement plus substantiels en termes financiers, en termes de temps, par rapport à la publication. Alors, si je fais une comparaison, ça peut prendre 5 ans pour un doctorat en biomédical et ça va donner une petite publication comme ça et ça a pu coûter des millions. Alors que si nous, en sciences humaines, on fait un doctorat, ça peut coûter presque rien à l'institution et ça va donner 5 ou 6 publications de plusieurs centaines de pages. Et c'est très, très différent comme enjeu. Alors, du côté biomédical, il s'agit de protéger la petite publication qui coûte cher comme ça et qui va donner ça. Elle est très facile à voler. Alors, il est très important d'assurer les droits rapidement des personnes qui ont réussi à la publier. Alors, si le but, c'est de jouer d'assurer comme une sorte de copyright ou comment on appelle ça, si c'est le droit de protéger les... Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est de dire, cette revue, l'objectif premier, c'est de protéger les droits des producteurs, mais la qualité des publications demeure sujette à analyse critique et éventuellement à une évaluation par les pairs euh, probantes ou effectives. Dans ce cas-là, si la publication est dans un cadre strict unidisciplinaire, l'évaluation par les pairs devient absolument nécessaire pour assurer la qualité et la scientificité. Alors, c'est tout à fait classique et il faut le dire qu'il n'y a pas de révision par les pairs. Mais si l'objectif n'est pas d'assurer la propriété intellectuelle des gens qui ont consenti beaucoup d'efforts pour publier 5 lignes, si c'est un objectif de prédation, un objectif commercial d'opportunité de s'enrichir en publiant n'importe quoi, bien là, c'est très dangereux et il faut probablement la combattre parce que c'est une fausse valeur de science ouverte, ce n'est pas l'accessibilité de la science, c'est l'ouverture à la supercherie. Et là, à ce moment-là, il faut la combattre. Par contre, si la plateforme s'ouvre à des activités interdisciplinaires, il faut doublement être prudent
Et l'évaluation par les pairs ne peut pas se faire de façon classique. Alors, je ne peux pas ajouter de choses comme ça, mais c'est vraiment l'objectif de la revue qui est à flairer et qui est à expliciter et à dénoncer s'il le faut. Ferme ton son, là, parce que je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je vois des gens du FRQ, là, et ça m'interpelle sur une chose. Vous avez dit qu'il faut sortir de nos façons de penser, puis ça, je suis tout à fait d'accord parce que la science ouverte est un nouveau paradigme. Mais en tout cas, là, je parle pour les sciences biomédicales parce que c'est le secteur que je connais, j'en connais pas beaucoup d'autres. Mais dans le secteur biomédical, on a été habitué à évaluer, par exemple, des demandes de subvention, des choses comme ça, des textes qui ont subi la révision par les pairs. Et à partir de là, ces textes-là ont une valeur de véracité, ont une valeur scientifique qui a été reconnue par la communauté de spécialistes de ces domaines-là. Aujourd'hui, on va sur des comités de demande de subvention et puis on a dans les textes qui soutiennent les demandes de subvention des publications préprint qui n'ont pas été évaluées par les pairs. Et là, moi, je me souviens très bien, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a toujours été habitué à dire non aux prépublications, aux papiers en préparation. Il fallait que les papiers aient été soumis, aient été révisés pour que ça compte. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se fait dire, on se fie à votre jugement. Ben oui, mais il n'y a pas On d'autre se fie réponse à à notre donner. jugement. Ça veut dire quoi, ça? On se fie à Ben, notre jugement, alors qu'on a vu depuis 2019 l'éclosion dans les sciences biomédicales de la prédation de faux papiers, puis etc. C'est extrêmement difficile de faire ça. En tout cas, moi, j'aimerais... excusez-moi, excusez-moi, ça me fait rire, là. Mais oui, mais il n'y a pas d'autre. Ouais. Il n'y a pas d'autre réponse qu'on peut donner. On se fie à votre jugement. D'abord, si on soumet un préprint et si on soumet un préprint et si on sait qu'il n'y a pas de valeur, qu'on ne peut pas y accorder la même valeur qu'une publication avec comité par les pairs dûment effectuée, alors c'est à peu près comme soumettre une opinion ou soumettre une éventualité de publication, et c'est ça le jugement, ne pas traiter les préprints de la même manière que la littérature qui est évaluée dûment et adéquatement. Et à partir de là, ça suppose aussi, quand on dit que l'institution disciplinaire est en crise, que l'évaluation par les pairs est en crise, ben, il faut peut-être aussi reconnaître qu'il faut qu'elle apprenne à changer ses habitudes. Tout simplement. Vous dites, nous, on est habitués dans le secteur biomédical à avoir des évaluations reconnues. Si elles ne sont pas reconnues, ben, habituez-vous à avoir des évaluations non reconnues, puis d'accorder-leur une moindre valeur. Et c'est ça, s'adapter au changement. Et c'est ça, sortir de ses habitudes. Et moi, je pense que si on vous a dit, fiez-vous à votre jugement, ben, c'est ça. C'est qu'être capable de naviguer d'un univers disciplinaire à l'autre, d'un univers de raison universitaire à l'autre et d'un univers de décision à l'autre. En sciences humaines et sociales ou en interdisciplinarité, c'est ça qu'on fait constamment. L'interdisciplinarité, on va tantôt avoir une publication en philosophie, tantôt une publication en biomédical, tantôt une publication en géométrie. Et comment on fait pour exercer notre jugement? Ben, il faut mettre à chaque fois en contexte. Une thèse en maths, c'est 5 pages, puis une thèse en histoire ancienne, c'est 1000 pages. Et puis, il faut savoir que les critères varient d'une place à l'autre. Et là, il faut vous habituer à une pluralité de critères. C'est difficile, oui, c'est difficile, mais on n'y peut rien. Et c'est ça, faire la transition vers le changement et l'adéquation à la nouveauté. Je ne peux que compatir, mais je ne puis être d'accord avec les directives des organismes subventionnaires. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Étienne, Oui. spécialiste de la recherche clinique. Ah, spécialiste, c'est Ton beaucoup. micro est fermé, cher ami. Non, je pense qu'il est. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? On t'entend pas. Ton micro, tu sais, dans le bandeau d'en bas, là, il faut peut-être que tu désactives. Attends un petit peu, bouge pas. Je vais essayer par ici. Non, pourtant, tu es là.
Oui. Ton micro est ouvert. C'est ton son qui est fermé. C'est le volume qui est fermé probablement. Alors, excusez-moi. Moi, j'entends. C'est bon. C'est bon? Alors, euh, Violaine, vous avez dit que vous avez prononcé le mot véracité. Non, c'est Yves qui l'a prononcé parce que je n'aurais certainement pas prononcé celui-là. Ah, Parce que les révolutions, je le dis tout de suite, Étienne, les révolutions en philosophie de la connaissance, on nous oblige maintenant à muter du régime de la véracité vers le régime de l'adéquation des méthodes aux objectifs. Alors, je vous écoute. bon. Ben, c'est pas grave. Je vais continuer. Mes connaissances ne me permettaient pas d'aller jusqu'à cette adéquation. Bon, quand on écrit, je parle en sciences biomédicales, puisque je ne connais que ça. Quand on écrit un article, je passe sur les problèmes de règles de l'écriture qui sont importantes. Oh Si un, oui, hein, si un article est mal écrit, c'est ce que j'ai toujours appris à mes étudiants, un article mal écrit, il y a peu de chances qu'il contienne des choses qui méritent d'être retenues. C'est un point très important qu'il ne faut jamais oublier. De la bonne science mal écrite ne passe pas. Il y a un barrage. Hein, c'est l'histoire de l'aquarium avec le poisson dedans. Vous pouvez avoir de très beaux poissons absolument magnifiques si la paroi de l'aquarium est sale et on ne pourra pas voir le poisson à l'intérieur. Alors, il y a des critères. Le deuxième point, c'est que quand on, quand on mène en amont un travail scientifique, là aussi, il y a des critères scientifiques et on aboutit à des, comment dire, j'allais dire tout de suite qu'on aboutit à quelque chose de probant. Mais ça nous conduit à quelque chose de probant. oui. Ce qui ne veut pas dire au bout du compte, c'est pour ça que j'avais relevé le mot véracité, mais maintenant j'ai compris que c'est- le concept Probant, est... c'est typique du secteur biomédical. Oui, c'est la valeur épistémologique qui vous caractérise. Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire, sous prétexte que nous avons rempli les critères scientifiques, sous prétexte que notre recherche a été menée de façon tout à fait adéquate, qu'on a rempli tous les critères, que ce qu'on a dit, ce que l'on a écrit ou avancé est vrai. Non, et peut être non rationnel. Au lieu de vrai, on pourrait dire quelque chose qui peut être non rationnel ou non cohérent ou non justifiable par la raison. Ouais. Qui arrive souvent, et Yves, je pense, sera d'accord, c'est-à-dire qu'on fait de l'extrapolation. On part d'une donnée chez la souris, par exemple, et puis on dit, bah oui, on connaît maintenant le phénomène et la maladie chez l'homme, ça correspond au même processus. C'est extrêmement fréquent en médecine, hein. C'est-à-dire qu'on utilise un travail expérimental pour le convertir en explication d'un phénomène beaucoup plus large. Euh, Jusqu'au jour où quelqu'un d'autre, soit immédiatement après l'article, dit, mais attendez, vous avez oublié telle chose, vous n'avez pas tenu compte de tel paramètre, je ne suis pas... Enfin bref, ça se discute par définition. Et la qualité d'un article dépend aussi de cela, c'est-à-dire les réactions qui auront lieu à partir du moment où cet article est publié, ou sur une plateforme, bien sûr. Mais c'est peut-être aujourd'hui moins fréquent. C'est plus Oui. un commentaire qu'une question, mais ça pourrait être transformé en question. Je voudrais juste ajouter une chose. Oui, Ferme ton micro. Pas Étienne, mais Violaine, ferme ton micro. Je voudrais juste ajouter une chose sur ce qu'Étienne vient de dire, et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que tout ce qui est l'interprétation, tout ce qui est l'extrapolation, jusqu'à un certain point, ça demeure de la discussion qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. il a dit Ça, de j'ai façon. aucun souci avec ça. Mais ce sur quoi repose cette extrapolation-là, ben, si j'ai pas l'expertise pour la juger, je suis pas capable. Alors que dans peut-être dans d'autres secteurs des sciences humaines appliquées, c'est possible d'être plus large. Mais moi, je me sens très, très en difficulté d'analyser un texte en immunologie. Je ne suis pas immunologiste.
Par contre, peut-être qu'un philosophe est capable d'analyser un texte, je ne sais pas, dans un autre domaine, puis j'ai pas de misère à le concevoir. Mais en tout cas, moi, dans mon secteur à moi, je me sens en difficulté. Donc, et c'est là-dessus qu'il faut faire extrêmement attention, et c'est là-dessus que la science ouverte ouvre la porte, parce que ce secteur-là de données probantes, il peut être analysé par tout le monde avec toutes sortes de commentaires qui sont bons, qui sont moins bons ou qui sont mauvais, à partir d'un fondement qui peut être très bon ou très mauvais. Donc, comment on fait? Bon. Et ça, c'est ma question. Oui, c'est parce que là, je vois qu'il y a plusieurs. Alors, je vous invite premièrement à contempler ce qu'on appelle la complexité de tout cela. J'aimerais ça dire à Dominique aussi. euh, Dominique qui pose des questions, là, FAIR, facile à trouver, accessible, interrogant. On va parler de ça tout de suite après. Mais ce que je voudrais dire, c'est que faudrait qu'on contemple la complexité. Étienne, lorsqu'il a parlé, il a parlé de mal écrit, bien écrit. Alors, j'ai souri parce que ça, c'est l'exemple parfait de normes éminemment variables d'un lieu à l'autre, hein. J'en parle beaucoup, beaucoup avec mes collègues africains et on sourit souvent de voir les doctorants africains chez nous parler avec un langage fleuri, frisé, imagé. Pour eux, c'est bien parlé. Alors que, bon, alors, il faut être conscient du fait que la norme, elle est située localement. Bien parler à Paris, c'est même pas bien parler au Québec. Et je voyais souvent, j'avais une de mes doctorantes parisiennes qui était un petit peu, était un petit peu comique parce qu'elle disait, mais madame, on dit pas ça dans un bon français. Puis j'ai dit, ben oui, mais c'est parce que le bon français à Montréal, il s'assume. Voilà. Alors, il y avait cette chose-là. Je pense aussi il faut être capable, lorsque Yves a parlé de l'interprétation et d'Étienne aussi, des extrapolations. Moi, j'appellerais ça des extrapolations discutables. Il y a toujours dans la publication scientifique des zones discutables. Comme Yves disait, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et il faut s'assurer de ne pas présenter ça comme un fait acquis. Et il faut surtout s'assurer qu'il y ait des experts qui soient capables de décider s'il y a eu un bon exercice de jugement. Et c'est là que ça varie, hein. Il faut être capable de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, ce que le grand sociologue Luc Boltanski appelle la capacité de jugement. Qu'est-ce que c'est que la capacité de jugement? C'est la capacité de mettre le pied dans le bon univers de raison au bon moment. Ça peut être la raison sociale, mais ça peut être la raison universitaire. Je vous donne un exemple que Luc Boltanski donne. Il parle euh, d'un petit papa qui, toute la journée, va être dans un Walmart à exercer la raison commerciale et il rentre à la maison et il voit son petit garçon qui pleure et qui pleure, qui est fâché contre lui, puis il dit, Papa, t'es un mauvais garçon, t'es un mauvais papa. Et là, le pauvre petit papa, il se prend d'une crise de culpabilité, il rentre dans son bureau, il confectionne un beau PowerPoint d'efficacité parentale avec revue de littérature pour son petit garçon et il lui présente le PowerPoint. Il dit, tu vois à quel point je suis un bon papa. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le petit papa? Il a manqué de jugement. Il a référé à son univers de travail avec ses grandeurs et ses normes, au lieu de référer à l'univers de l'affectivité qui convient au domestique et à la famille. Il aurait dû le prendre dans ses bras et lui dire, tu vois, je t'aime, mon petit garçon. Bon, il n'est pas allé dans le bon univers au bon moment. Or, ce que le monde de l'évaluation universitaire doit apprendre, c'est cette capacité de jugement hors discipline. Hein? Quand le FRQ dit à Yves, ben, servez-vous de votre jugement, c'est qu'il faut être capable de naviguer entre différents ordres de raisons universitaires. Si on est en psychologie, on a une norme de 50 pages. Si on est en histoire ancienne, on a une norme de 1000 pages. Puis si on est en médecine, on a une norme de force probante, et puis etc. Et il faut être capable de conscient de la relativité de ces normes disciplinaires. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Alors, quand quelqu'un nous dit la science ouverte, ça nous oblige à laisser des gens se faire juger de n'importe quoi, ben, il faut être capable de, premièrement, aujourd'hui, de prendre conscience de la complexité de l'évaluation de la qualité d'un ouvrage disciplinaire, un ouvrage universitaire, qu'il faut être capable de le mettre en contexte, puis il faut être capable de référer aux normes appropriées
pas les normes du droit en sciences, pas les normes de la science en philo, puis pas les normes de la médecine en philo non plus. Alors voilà, et c'est ça la capacité de jugement qu'on est en train d'apprendre. Et c'est pour ça, moi, que je dis toujours, l'interdisciplinarité, c'est la meilleure façon d'aider à sortir du dogme expert. Parce que s'il y a seulement des spécialités, chacun devient le maître absolu d'une tête d'épingle, puis il accepte aucune contestation. C'est moi qui a la vérité. C'est moi qui le sais parce qu'il n'y a personne d'autre qui est spécialiste pointu. Oui, mais cette personne-là, elle peut faire des extrapolations discutables, puis avoir personne pour lui dire. Alors, il faut être capable de sortir du dogme expert pour être capable de regarder l'autre puis dire: wow, 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 t'as extrapolé, c'est pas correct. Et c'est ça qui est en crise. Il faut être capable de comprendre que l'évaluation par les pairs en crise, ça veut dire, un, être capable de conscient que le modèle, il vaut pour ce qu'il vaut, il est faillible, puis il est utile et protecteur seulement dans le cas de la disciplinarité stricte. Et dès qu'on en sort, il faut être capable ou de développer une expertise nouvelle, interdisciplinaire, qui repose sur un renversement paradigmatique, non pas toujours vers la spécialité pointue, mais ouverture vers le transversal. Et c'est ça, actuellement, qui fait que vous êtes inconfortable, avec respect, je vous le dis, quand on est inconfortable face à une autre culture ou face à une autre façon de publier, il y a toujours de l'inconfort. Et c'est pour ça que René Thom dit évaluer, par définition, ça doit causer un malaise moral, parce qu'il y a toujours une espèce de flottement, il y a une espèce de discrétion arbitraire et il faut l'assumer. Et quand on n'a pas de lâcheté intellectuelle, on est capable d'observer que ce n'est pas objectif, puis qu'il y a des risques de dérive constantes. Et au fond, c'est ça la vigilance scientifique. Ne jamais être dogmatique et rester ouvert à l'argument de raison conformément aux idéaux des Lumières. Et c'est un idéal difficile à atteindre. Et c'est quand on pense qu'on l'a atteint là, qu'on est dans le danger. Parce que quand on pense qu'on l'a atteint, on se met à penser que c'est facile, que c'est évident, et puis que c'est super simple. C'est là qu'on tombe dans l'ouverture, le risque à l'irrationalité. Et c'est plus les valeurs de la science ouverte qu'on défend. Ça devient du conservatisme ou autrement. Je m'excuse, mais il faut faire attention à tout ça. C'est ce que je peux dire. Maintenant, j'aimerais répondre à Dominique. Facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Oui, ça c'est vrai, c'est des idéaux. Ce sont des idéaux qui fonctionnent pour ce qu'on appelle la science patentée, la science qu'on reconnaît comme valide. Alors, si par exemple on a des résultats reconnus, qu'il y a des consensus unanimes, alors cette science-là, il faut qu'elle soit facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Mais à partir de là, on n'a pas parlé vraiment de ça aujourd'hui, on a parlé de l'évaluation par les pairs qui est censée l'identifier sans discrimination et qui le fait de façon rationnelle. Ce qui est important, c'est la recherche scientifique pour confirmer ou affirmer les résultats, plutôt les avis biaisés des évaluateurs. Alors, on a réfléchi à ça et on se dit, oui, il y a toujours une part d'avis biaisés dans ça. Et on a réfléchi aujourd'hui aux façons de contrer ces biais-là par la sensibilisation à la complexité, la difficulté et à la nécessité de s'ouvrir à de nouvelles normes, celles de l'interdisciplinarité et de l'interculturalité qui va toujours, avec toute évaluation, contexte savant. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu, je reste ouverte aux questions. Non, je pense que vous avez bien répondu. Je voudrais juste ajouter un commentaire, puis là, ben, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas contents à propos de ce que je vais dire. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de l'interdisciplinarité, mais depuis une quinzaine d'années, j'ai été extrêmement sensibilisé à ça. Mais de quelle façon j'ai été sensibilisé à ça? C'est d'abord et avant tout par le contact avec d'autres cultures, c'est-à-dire être capable d'écouter l'autre, être capable de l'intégrer dans sa pensée par une vulgarisation appropriée, puis au final, peut-être en arriver à changer ma façon de penser sur telle et telle question. Mais fondamentalement, en tout cas, pour ce qui est de moi, dans mon secteur à moi, je j'ai pas
j'ai pas une formation interdisciplinaire. J'ai une formation disciplinaire avec une approche interdisciplinaire. Et, et c'est pour ça que dans le cas, par exemple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des publications sur les plateformes, quand on me demande d'évaluer le contenu d'un texte en immunologie, je me sens extrêmement mal à l'aise parce que c'est hors de ma discipline. Ça ne veut pas dire que je suis pas ouvert à tout ce qui va découler de ça, non. Mais pour être capable d'en saisir les fondements, lorsqu'il me dit que cette bactérie-là fait telle affaire, quand quelqu'un me dit que le microbiote interagit avec le cerveau, ben moi je regrette, mais je ne suis pas capable de l'évaluer, ça. Pas capable. Je suis pas capable. Peut-être qu'il y en a qui sont capables, qui sont plus intelligents que moi, mais moi je suis pas capable. Par contre, les conséquences de cette interaction-là entre le microbiote intestinal puis les maladies comme l'Alzheimer, ça, oui, je suis capable d'en discuter, mais pas sur le principe biologique de l'interaction. Oubliez ça, personnellement, je me sens incapable de faire ça. Mhm. Alors, Ben, moi, écoutez, est-ce que je peux rajouter quelque oui, chose? oui, Parce que allez-y. j'ai vu que Dominique a répondu qu'il y avait quelque chose, mais il y avait quelque chose dans sa question que je trouvais absolument important de discuter. Il y a une grande intuition visionnaire, je dirais. Il y a la problématique des frontières entre les disciplines par rapport à l'objet d'étude et la question de recherche. J'avais une diapo là-dessus, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Mais ça, c'est fondamental, Dominique. Vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose, hein, à une question qu'on ne pose pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise de la discipline nous oblige à détruire, déconstruire une idée qu'on avait par le passé, qui était une discipline est propriétaire de l'objet. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec les révolutions du 20e siècle en philosophie de la connaissance, avec Bachelard, avec Kuhn, Popper, Feyerabend, Chalmers, avec Foucault, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'objet, ce n'est pas la propriété d'une discipline. Ce qui caractérise la discipline, c'est sa façon de poser un problème autour de l'objet. Hein? Qu'est-ce que nous dit Foucault, par exemple, dans Foucault contre lui-même? Il va dire, j'ai passé ma vie à observer comment un même objet fait différemment problème d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une discipline à l'autre. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit déconstruire la propriété des objets et s'identifier plutôt à des types de questionnements. Et comme Bachelard nous dit, la connaissance est toujours réponse à une question. Alors, la connaissance médicale est réponse à un type de questionnement. Comment faire pour guérir une maladie? Souvent, ça va être ça. Mais en philosophie, comment faire pour bien penser? En sociologie, comment décrire les faits sociaux en observant empiriquement et tout ça. Et ça, c'est pas beaucoup connu parce qu'on commence à peine à réfléchir aux matrices disciplinaires. Mais c'est ça qui nous reste à faire pour la suite. Et à ce moment-là, les cloisons disciplinaires, on voit qu'elles sont formées, elles sont poreuses, elles sont toutes en train de se refaire parce que presque toutes les disciplines se mettent à s'ouvrir à leurs frontières, à la limite de leurs frontières, à l'interdisciplinarité, aux questions de l'autre. Hein. Ils ajoutent des questions de l'autre discipline à côté. Et là, ça va faire des questions hybrides. Alors, quand est-ce qu'on fait de l'interdisciplinarité et pourquoi qu'on en fait? Parce qu'on prend une autre question, on la colle et ça fait une question double, hybride par rapport aux cloisons disciplinaires. Et là, à ce moment-là, on est obligé d'aller puiser dans l'un ou dans l'autre apport disciplinaire pour répondre. Une question qui n'est pas possible de poser dans juste un univers disciplinaire. Et en ce sens-là, l'arrivée de l'interdisciplinarité, c'est une liberté de poser des questions qu'il n'était pas possible de poser dans les seules limites d'une cloison disciplinaire. Alors, merci Dominique d'avoir posé cette question-là. Je la trouve vraiment fondamentale. Vous avez beaucoup d'intuition. Et j'aimerais terminer en faisant un commentaire sur ce que Yves a dit. Yves, il dit, je suis de formation disciplinaire, mais j'ai une approche interdisciplinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, Yves est comme tout le monde. Nous sommes tous nés de la disciplinarité. C'est ce que disait Frodman que j'avais cité dans ma dernière communication sur l'interdisciplinarité. Nous sommes tous nés dans ça et nous sommes en train d'apprendre sur le tas à faire de l'interdisciplinarité. C'est pour ça que l'expertise de l'interdisciplinarité n'est pas encore patentée.
elle s'apprend sur le tas. Les experts, il faut les retrouver un peu partout. On les soupçonne toujours d'être des charlatans parce qu'ils n'ont pas de diplôme en interdisciplinarité. Ça commence, ça commence. Alors, à partir de là, l'expertise demeure invisible. Et même Yves, qui en a une, parce qu'il en fait depuis toujours, ben, il se dit, j'ai pas de formation, donc je suis charlatan, je m'y connais pas. Mais non, mais non. Il faut juste qu'il apprenne, comme tous ceux qui lui ressemblent, à reconnaître cette expertise différente, à la valoriser et à dire, c'est pas sur la base de mon expertise pointue que je juge, c'est sur la base de mon habitude à avoir contemplé des façons différentes de faire de la science et le peu que je sais sur cette façon de transversale de poser les problèmes, je vais l'appliquer et aller voir si la personne qui devant moi le fait avec intelligence, avec raison, d'une façon utile ou innovante. Voilà. Oui. Écoutez, sur ces mots d'encouragement face, face à nos savoirs limités, ben, écoutez, merci beaucoup, Dr. Lemay, de cette conférence. Étienne, je te laisse annoncer, je te laisse le mot de la fin pour annoncer les prochaines. Oui. Ton micro est fermé. Alors, j'ai un problème avec mon micro. Non, il n'est pas fermé. Ah bon. Alors, la prochaine conférence, c'est la semaine prochaine, du moins nous l'espérons, parce que notre prochain orateur, c'est le docteur Kandan Isel. Il va nous parler de la pharmacogénétique en pratique clinique. Où en sommes-nous et où allons-nous? C'est donc là un sujet beaucoup plus scientifique, enfin biomédical. La pharmacogénétique a connu un développement considérable ces dernières années dans toutes les disciplines médicales, je dirais. J'ose à peine, Violaine, dire le mot discipline maintenant. Voyez, Candan Isel, c'est un scientifique qui a une expérience en biologie cellulaire, en biologie moléculaire et puis en génétique. Actuellement, il travaille comme consultant en médecine de précision et pharmacogénétique dans différents centres médicaux en Turquie, aux Pays-Bas, et il est chercheur à l'Université de Montréal. Voilà, c'est donc la semaine prochaine. Je sais qu'il est actuellement, j'ai appris tout à l'heure par Yves qu'il était actuellement bloqué en Europe, mais j'espère qu'il pourra gagner Montréal d'ici la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, donc le 20 juin, ce sera la dernière conférence de l'année universitaire, pas de l'année 2024. Et nous reprendrons le jeudi 26 septembre avec une conférence beaucoup plus générale, cette fois par le professeur Antoine Flao, qui est un médecin de santé publique à Genève, qui nous parlera de la prévention, un enjeu pour notre société, notre économie et notre planète. Et ensuite, je continue un petit peu le programme. Le jeudi 7 novembre, on aura le plaisir d'écouter le professeur Aliou Baldé. J'ai vu qu'il était présent à notre conférence d'aujourd'hui, qui nous parlera d'un sujet extrêmement intéressant sur la médecine traditionnelle et la pharmacopée guinéenne, deux points, acquis et perspectives. Le professeur Aliou Baldé est président de l'Académie des sciences de Guinée. On sera donc très heureux de l'entendre. Voilà, eh bien, j'en ai terminé. Yves, tu as quelque chose à ajouter? Écoutez, non, ferme ton micro. Non, j'ai rien à ajouter. Non, j'ai rien. Ça fait un Non, écho. j'ai rien à ajouter. Il faut que tu fermes ton volume, Violaine. OK. J'ai rien à ajouter. Sinon, ben, merci d'être avec nous, de nous accompagner. Tout ça, ben, on le fait pour vous. Un peu pour nous, par égoïsme, mais aussi Ouais. pour vous. On Donc, en on se profite dit aussi. à l'automne prochain et passez un très bel été. Puis, je fais juste dire un mot pour ceux qui sont en milieu universitaire ou qui ont des contacts avec des jeunes thésards, avec des étudiants en formation. On a parti un nouveau cycle de visioconférence. C'est la science en construction et donc, c'est pas nécessairement sur les résultats, mais sur comment on construit une question de recherche, comment on fait une revue de littérature, de quelle façon on s'y prend. Et donc, tous ceux qui sont intéressés par ça, ben, vous êtes les bienvenus chez nous. Et pourquoi avoir posé la question? Étienne, ton micro est fermé. Oui, oui, non, mais totalement. Allô?
Donc, sur ces quelques mots, je ferme l'enregistrement.